La maladie de Saxe s'est vendue à 600 000 exemplaires. Martin Winkler est notre invité pour son nouveau livre événement, Les Brutes en blanc. On peut dire, Martin Winkler, vous qui avez été médecin, aujourd'hui vous vivez au Canada, vous n'y avez pas de main morte avec les médecins, notamment les médecins français. Vous dites que ce sont de véritables brutes. Non, je ne dis pas que les médecins français sont des brutes, je dis que il y a beaucoup de médecins français qui se comportent de manière brutale et que ces médecins français ont été formés par un système qui lui-même, un système d'enseignement et de formation brutale. Et donc, bien sûr qu'il y a des médecins qui sont des brutes. Les brutes, c'est un mot qui est quand même très fort. D'ailleurs, l'Ordre des médecins a réagi à votre livre. Il dénonce une caricature. L'Ordre des médecins protège la profession. Moi, j'essaye de parler pour les patients. Quand une patiente m'écrit, j'ai emmené mon enfant, mon petit garçon de 2 ans et demi chez la pédiatre lui a décaloté le prépuce brutalement, sans prévenir, sans me demander mon autorisation, en faisant mal à mon enfant, en me disant « de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire » et en lui prescrivant de quoi le calmer et qu'ensuite mon gamin a pleuré pendant 36 heures. Et quand elle le fait alors que je sais que ça n'est pas nécessaire, que ça n'est pas justifié médicalement, c'est une brutalité. On peut même considérer que c'est des coups et blessures. Les obligations des médecins, c'est quoi? C'est quand ils font quelque chose. D'abord, ils demandent l'autorisation du patient. On ne fait pas quelque chose à un patient sans lui demander son autorisation ou aux parents. Oui, mais alors on a vu, et d'ailleurs il y a beaucoup les réseaux sociaux se sont enflammés après la sortie de votre livre. Il y en a qui dénoncent un titre, je cite un titre putassier. Vous parlez donc des brutes en blanc et vous dites que finalement tous les médecins sont des brutes. Non, je ne dis pas tous les médecins sont des brutes, il suffit de lire le livre pour le savoir. En plus, Les brutes en blanc, c'est un titre qui est un titre polysémique puisqu'il fait référence aux hommes en blanc d'André Soubiran. Et André Soubiran a écrit plusieurs livres dans lesquels il décrit des médecins dont certains étaient des brutes. Et deuxièmement, c'est de but en blanc, c'est un jeu de mots sur de but en blanc. Alors le titre les choque, le problème c'est que quand on voit un livre, il faut peut-être s'intéresser au contenu, pas simplement au titre. Et le titre a beau être un titre extrêmement brutal, et c'est volontaire. Un peu provocateur aussi. Non, il n'est pas provocateur, il est brutal volontairement pour expliquer exactement ce que je ressens, et ce que je ressens après 25 ans de pratique et 30 ans de réflexion sur la médecine. Non, vous dites, dans les écoles de médecine, on apprend à être insensible, on se fiche finalement des malades. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont formés par des professionnels de santé qui sont leurs maîtres, qui effectivement sont formés non pas dans l'empathie avec le patient, mais dans une sorte d'attitude qui consiste d'abord à penser que les médecins sont supérieurs aux patients, et en particulier qu'ils sont supérieurs sur le plan moral. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire aux patients ce qui est bon pour eux, et leur imposer un mode de vie sans se préoccuper de leurs conditions de vie. En particulier envers les femmes, là, vous en parlez, notamment les consultations en gynécologie. Voilà, moi j'ai pratiqué la santé des femmes pendant très longtemps. Et quand j'entends des femmes venir me dire des choses aussi simples que on ne m'a pas expliqué toutes les méthodes de contraception, donc je n'ai pas pu choisir. On m'a interdit de porter un stérilet alors que c'était ça que je voulais et que je pouvais le faire. Ou bien encore, on m'a fait la réflexion à 35 ans, mais enfin madame, vous n'avez pas d'enfant, il serait temps d'en faire. De quoi je me mêle? Vous dites ils sont sexistes, ces médecins-là. Le sexisme, vous savez, le quotidien du médecin, qui n'est pas spécialement ni un de mes partenaires, ni un de mes fans, le quotidien du médecin vient de faire 2 articles successifs dans lesquels il y a une enquête qui a montré que 30% des médecins femmes font l'objet de harcèlement sexuel de la part de leurs collègues. Alors, si la profession médicale est sexiste avec ses propres membres, on peut penser qu'elle est sexiste avec les patients aussi. Vous décrivez des comportements incroyables, enfin, des comportements limite du viol. Il y a des exemples et vous en citez, Absolument. Mais vous ne pouvez pas mettre tous les médecins dans cette catégorie-là. Mais je ne mets pas tous les médecins, justement. Ce que je dis, c'est que les comportements de cet ordre-là devraient être dénoncés, ce qui pose problème. On ne dénonce pas un médecin qui oblige une femme à se mettre nue, qui tourne autour. Vous décrivez cette situation-là. Absolument. Et le problème, si vous voulez, c'est que quand on est dans une profession qui est une profession qui fonctionne comme une confrérie, si vous voulez, on est pris dans un conflit d'intérêts qui est le suivant. Ou bien ma loyauté va aux patients, c'est-à-dire aux gens que je soigne, ou bien ma loyauté va à mes confrères. Dans le code de déontologie français, les devoirs envers les patients viennent avant les devoirs envers les confrères. Et en toute bonne logique, tout médecin doit d'abord se positionner aux côtés des patients. S'il observe de la part d'un médecin, quel qu'il soit, que ce soit un supérieur hiérarchique, que ce soit un confrère, que ce soit quelqu'un qui travaille ailleurs, s'il observe une maltraitance manifeste, et il y en a, sans rien dire... C'est le cas. Ils ne disent rien, les médecins? Eh ben, la plupart du temps. D'ailleurs, vous savez, pas mal de gens qui interrogeaient des médecins sur mon livre
Moi, chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'entends une histoire de maltraitance médicale. Même quand je parle avec des médecins. En ce moment, j'ai une amie dont le conjoint est en train d'être traité pour une maladie extrêmement grave et il se trouve que cette amie est médecin. Et elle me raconte le traitement qu'on fait subir à son mari dans l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Et elle dit, mais je suis horrifiée. Je suis horrifié parce qu'il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a pas moyen de discuter, il n'y a pas moyen d'être rassuré, il n'y a pas moyen d'être écouté. Et tout ça, ce sont des gens extrêmement réputés qui ont pignon sur rue. On prend les malades pour des cobayes. Vous dites, par exemple, on prend les malades pour des cobayes. Dans une culture, si vous voulez, dans laquelle on pense effectivement que, par exemple, dès qu'un patient rentre en CHU, il doit se soumettre au fait qu'il y a des étudiants et se faire examiner par des étudiants, ça veut dire qu'on traite les patients comme des cobayes. Or, le fait d'être dans un CHU n'oblige nullement un patient à se laisser examiner par un étudiant s'il ne veut pas. On devrait toujours lui demander l'autorisation et s'il ne veut pas, il devrait pouvoir dire non et on devrait lui dire écoutez, ce n'est pas un étudiant qui va vous examiner. Oui. Il y a des pays dans lesquels pour pouvoir aider les étudiants à se former, je prends l'exemple du Canada parce que c'est celui que je connais. Ça se passe mieux au Canada. Il n'y a pas ces comportements-là au Canada. Vous qui vivez au Canada maintenant. Ça fait beaucoup plus longtemps. Il y a toujours des comportements comme ça un peu partout, mais ça fait beaucoup plus longtemps qu'au Canada et dans les pays anglo-saxons, on s'est rendu compte du problème et on essaye d'y remédier. Donc forcément, comme ça fait environ 30 ou 40 ans qu'ils y réfléchissent et qu'ils essayent de modifier leur enseignement, maintenant on voit des médecins qui n'ont plus du tout la même attitude. En France, on ne veut même pas aborder le sujet. Donc on voit, votre livre fait scandale. Finalement, le fait que ça fasse scandale, c'est quoi ? Vous touchez quelque chose qui fait mal. Le lien, par exemple, de beaucoup de médecins avec l'industrie pharmaceutique, finalement, le consumérisme de la santé. C'est compliqué d'être soignant, c'est compliqué d'être médecin parce que précisément on fait l'objet de pressions qui sont multiples. On consomme des médicaments, en France on est les champions. Il y a le ministère, il y a l'industrie et puis il y a les patients. Alors, comme moi quand je suis sorti de faculté de médecine, ma formation aux médicaments était quasiment nulle, enfin elle était extrêmement faible. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans une revue où j'ai appris ce que c'était que le médicament, l'industrie du médicament, le consumérisme, etc. Et puis l'influence de l'industrie sur les médecins. Donc je m'en suis protégé, je m'en suis méfié. Mais l'immense majorité des étudiants en médecine de mon époque, et encore beaucoup aujourd'hui, ne sont pas informés de ça. Ils sont donc soumis à des pressions ou à des manipulations qui font qu'ils vont prescrire des médicaments dont on n'a pas besoin, ou des médicaments qui n'ont pas d'utilité, voire même qui sont amenés à ne prescrire que des médicaments alors qu'il y a des procédures, par exemple, qui sont des procédures de rééducation, des procédures de physiothérapie qui permettent de traiter de la même manière ou de façon plus efficace. Maintenant, il y a plein d'études qui sortent pour vous dire, dans les dépressions, dans la plupart des dépressions, ce qui marche le mieux, c'est la psychothérapie. Ce n'est pas les neuroleptiques ou les antidépresseurs ou les voilà. Sauf que c'est pas la chimie. Peut-être moins. Sauf que la psychothérapie, vous comprenez, il y a qu'un psychothérapeute à la fois, et puis c'est des individus qui gagnent leur vie en travaillant. C'est pas des médicaments qu'on va faire fabriquer aux industriels. Vous dénoncez par exemple la surmédicalisation, notamment par exemple pour le cancer de la prostate. C'est-à-dire que finalement on surmédicalise, on oblige les femmes tous les ans à un examen gynécologique alors que vous dites que ce n'est pas nécessaire. Oui, et vous noterez bien que moi je ne fais que colliger à l'intérieur d'un livre. Alors je collige beaucoup de choses, je collige des expériences personnelles et des témoignages patients, mais aussi beaucoup d'enquêtes qui ne sont pas de mon fait. Bon, et quand je parle du cancer de la prostate ou de dépistage du cancer du sein, ça c'est des consensus qui sont des consensus internationaux. Je ne fais que rappeler des choses qui sont accessibles à n'importe quel médecin qui va aller s'informer sur l'Internet. Donc, je trouve un petit peu bizarre, si vous voulez, qu'on me reproche... on tire sur le messager, en fait. Il y a un message. Le message, il est de dire quoi ? Qu'il ne faut pas, finalement, faire de la prévention pour le cancer de la prostate ? Non, le message, il est de dire que quand on veut faire une méthode de prévention et qu'au bout de quelques années, on se rend compte qu'on fait plus de dégâts en dépistant des cancers de la prostate chez les hommes qu'en ne les dépistant pas, tout simplement parce que leur cancer de la prostate, très souvent, va évoluer très lentement, mais qu'en revanche, en les dépistant très tôt, on risque d'opérer des hommes très tôt, sans raison, et des hommes qui n'auraient pas été malades de leur cancer de la prostate, et de les rendre impuissants ou incontinents, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si c'est obligatoire de dépister. Oui. Et peut-être aussi que ce qu'il faut faire, c'est exposer l'état des choses aux patients et les laisser, eux, décider. Oui. Parce que le grand problème de la France par rapport à d'autres pays, c'est que beaucoup de médecins et beaucoup d'instances, mais il n'y a pas que les médecins, il y a le ministère, il y a un certain nombre d'instances, autoritaires, pensent que les patients ne sont pas, à partir du moment où ils rentrent chez le médecin, ça devient des enfants de 4 ans, il faut décider pour eux.
C'est pas comme ça en Angleterre, c'est même pas comme ça en Belgique. En Belgique, où on a une législation sur l'euthanasie, donc on présuppose que les usagers sont capables de décider quand ils doivent mourir. Mais en France, on considère que d'abord, la plupart des citoyens ne sont pas des citoyens adultes, et ensuite que quand ils arrivent chez le médecin, on doit décider pour eux. Non, moi je pense que non. Je pense que c'est quand même à chacun de décider de sa vie. Et un autre exemple, je le disais, un examen gynécologique pour toutes les femmes chaque année, vous dites c'est beaucoup trop. Et dans le monde, c'est unique. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut aussi, encore une fois, on en revient à la perception du patient. Quand il s'agit de prescrire une contraception, par exemple, une femme peut très bien être examinée seulement tous les 3 ans quand on lui fait son frottis gynécologique. Oui. Mais par exemple, on n'est même pas besoin de lui faire un examen gynécologique. On peut simplement aller faire le frottis en posant un spéculum. On n'est pas obligé de lui faire ce qu'on appelle le toucher vaginal. On n'est même pas obligé de lui faire l'examen des seins. Tout ça a des dégâts psychologiques, évidemment, qui ne sont pas pris en compte. Qui en tout cas peuvent être extrêmement gênants pour des très jeunes femmes, par exemple, qui peuvent être gênants pour des femmes de n'importe quel âge. Et de toute manière, ce sont des choses qui ne devraient être faites qu'avec l'autorisation des patientes, et non pas en les menaçant de maladie si jamais on ne le fait pas, parce que c'est ce qu'on fait, on leur dit « Ah, si vous n'êtes pas examiné et que vous avez une tumeur, ne venez pas vous plaindre ». Non, une femme de 30 ans, la probabilité dans l'immensité de la population qu'une femme de 30 ans ait un cancer du sein qu'on va dépister à l'examen, elle est infinitésimale. Donc, il ne faut pas embêter les femmes avec des choses qui sont des menaces. Un dernier exemple, vous citez 30% d'épisiotomie en France contre seulement 1% en Suède. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, pour les accouchements, les médecins ne s'embêtent pas, quoi. Ils préfèrent... La France, comment dire, est une sorte de championne en Europe de... l'autoritarisme des obstétriciens sur les femmes. Dans de très nombreux pays, on ne culpabilise pas et on ne diabolise pas les femmes qui veulent accoucher à domicile, seules ou avec une sage-femme. En France, si. Dans la plupart des pays, on a tendance à réduire l'interventionnisme médical. Le collège américain des gynécologues obstétriciens est même allé jusqu'à faire une déclaration auprès de ces obstétriciens en disant « Quelle que soit la situation d'un accouchement, il est inacceptable qu'un gynécologue obstétricien décide contre la volonté d'une patiente. Quelle que soit la situation, quelle que soit la perception qu'il a de l'état du fœtus. C'est à la mère de choisir de la procédure, d'accepter ou non la procédure. Ça, c'est des comportements de brutes, pour reprendre le titre de votre livre? Quand on ne donne pas le choix à quelqu'un et qu'on lui impose une décision qui concerne sa vie, oui, c'est un comportement de brute. Moi, je ne vois pas d'autre définition. Merci Martin Winkler. Les brutes en blanc. Martin Winkler, votre livre, Pourquoi y a-t-il tant de médecins maltraitants, est publié chez Flammarion. Merci beaucoup Martin Winkler d'avoir été notre invité.